Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Salut mes petits farfadets, c'est Bob Zombie, le prince à la bulle de l'œuf dans le tube. Et aujourd'hui, on va parler d'un comics très particulier, qui a été édité à très peu d'exemplaires, mais qui est pourtant... Qu'est-ce que tu fais? Quoi? C'est bon Merde quoi. Non mais j'en ai ras-le-bol, attends, ma chaîne... Elle est trop sérieuse, j'en ai ras-le-bol. Moi je veux des abonnés. Je veux parler de cul, tu m'entends? Je veux parler de cul, moi. Camille, Oui? va jouer sur l'autoroute. D'accord. Sur autoroute? Ouais. Parce que moi j'en ai ras-le-bol. Je reviendrai. Excusez-le, hein. Je peux pas tout contrôler dans cette émission. Faisez gaffe à la contrefaçon sur YouTube. Et aussi aux voitures sur l'autoroute. C'était un message du ministère des Transports et de l'imitation mal imitée. Une fois, moi, j'ai acheté un facsimilé de Bob Zombie. C'était pas top. Si vous vous souvenez de quelque chose, hein, qu'il est arrêté. Salut mes petits farfadets, c'est Bob Zombie, toujours vivant et toujours debout. Quel plaisir de vous retrouver pour cette 8ème saison, et sans plus tarder on va se lancer dans un premier mag qui parlera de la division Alpha, et croyez-moi, tabernacle, on a de quoi se faire plaisir. Puis je vous présenterai avec la virilité habituelle qui m'habite, mes achats compulsifs de l'été et autres pilevesés. Merci à tous d'ailleurs pour vos cadeaux, j'ai reçu de beaux comics, de beaux bouquins, ainsi qu'une lettre d'insulte. Et enfin, on s'épanchera avec vulgarité et beaufatitude sur le retour de Star-Lord, album qui sent bon la nostalgie et la naphtaline. Allez mes petits pucerons chevelus, j'envoie le bousin. C'est parti, let's go! Vindicator, Sasquatch, Aurora, Vega le chaman et Arfang, dont le nom fait penser à une ville du Gers. Que d'émotions! La division Alpha est arrivée chez nous en France en tant que série à elle, dans le Strange 179 de novembre 1984, que je vous exhibe ici de ma main terriblement sensuelle et chaude. Oui, je peux en témoigner. Et ça nous changeait un peu de l'ordinaire des groupes de super-héros Marvel qui étaient tous américains et vachement concentrés sur New York. Heureusement que pour varier les plaisirs, on avait les super soldats soviétiques, parce que sinon on était en droit de se demander pourquoi tout ce monde était installé à New York. Certainement une fiscalité avantageuse. Comme tous ces enculés de streamers qui s'installent à Malte. Ou peut-être l'accès à des services que tu ne trouvais pas à Pétaouchnok. Les héros des autres nations ne couraient donc pas les rues, même si la mini-série du Tournoi des Champions, publiée chez Lug dans le récit complet Marvel numéro 3, proposait de façon grossière et stéréotypée d'autres super-héros comme le Faucon Pèlerin à Paris, Talisman l'Arborigène, Shamrock en Irlande, ou le Chevalier Arabe en Arabie, sans oublier le foudroyant Blitzkrieg en Allemagne de l'Ouest. Voyez les enfants, pourquoi il faut faire travailler vos cerveaux, parce que sinon, ça vous pousse à produire des personnages stéréotypés et sans originalité au niveau de la sémantique. On salue au passage tous les non-créateurs de chez Disney. Bon, mais même les super soldats russes n'ont jamais été les vedettes de leur propre série. Et cela va donc changer avec l'arrivée de la division Alpha, dont le vrai nom est Alpha Flight. Nos Canadiens de service envahissent la couverture du Strange 179 et poussent symboliquement sur le côté les autres héros américains, dont notre bon vieux Speedy pour montrer qu'il tape l'incruste de façon subrogative. Et là tout de suite, on s'ambiance à l'époque quand on est un lecteur de Strange. Excellent. John Byrne est aux commandes, que ce soit au scénario ou au dessin, dans le premier Alpha Flight d'août 1983 que je vous exhibe une fois de plus de façon ostentatoire car j'aime montrer mes acquisitions. Et là, j'en suis aussi fier qu'un 33 des Beatles sous la tête d'Alfredo Garcia au bout d'une pique. John Byrne a grandi au Canada, pays pour lequel il a gardé une grande affection, et il a d'abord créé Vindicator avec son costume rouge et blanc doté d'une feuille d'érable surmontée d'un casque de type Jean-Michel Daft Punk. Et cela pour l'Uncanny X-Men 109 en février 1978. C'est un agent canadien chargé de retrouver Logan, alias Serval, et forcément ça finit en baston mémorable que tous les lecteurs du Special Strange numéro 17 ont pu lire en août 1979, même si Lug, animé de prétexte pipeau du cul, a censuré quelques cases de baston jugées violentes entre le Griffu et Vindicator. Regardez-moi ce scandale quand on fait la comparaison avec l'original.
Or donc, en 336 pages, l'intégrale Panini consacrée à Alpha Flight vous propose une version intégrale non censurée et en 2D Technicolor pour tous les lecteurs comme moi qui ont été agacés dans leur jeunesse par le charcutage scandaleux des ateliers de retouche Lugiens. Cette intégrale permet donc de suivre dans l'ordre chronologique les débuts de l'équipe canadienne et de cette mythique apparition dans le X-Men 109 jusqu'au début de sa propre série. Et ça fait pas mal au sein quand on veut suivre le parcours des compatriotes de Tsalin. Ta gueule! L'intégrale nous propose ensuite les Uncanny X-Men 120 et 121 d'avril et mai 1979 qui nous offrent la fabuleuse baston entre les Canadiens et les X-Men que nous avons pu lire autrefois en France dans le Special Strange numéro 23 en mars 1981 et dont j'ai fait une remarquable analyse dans mes vidéos précédentes. Une vidéo qui vous a apporté beaucoup de plaisir à en juger par vos sympathiques commentaires. J'en suis encore étouffé par le bonheur. Et vous ne le voyez pas, mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer hors champ. Puis l'intégrale Panini nous propose leur apparition dans les Uncanny X-Men 139 et 140 de novembre et décembre 1980, épisode incroyablement beau, j'ai pas failli le dire, incroyablement beau, qui mettent le kiki tout dur, publié dans le Special Strange 34 et 35 de décembre 1983 et mars 1984, où la division Alpha est associée à Serval et Diablo pour affronter le terrible Wendigo, épisode mythique et grandiose mais surtout inégalable, tellement le talent artistique de Claremont, Byrne et Austin atteint des sommets de perfection. Avec eux, le divertissement était vraiment à son paroxysme. Mais je ne m'étends pas sur le sujet comme je pourrais m'étendre sur ma Scarlett, que je sexualise à outrance, car vous aurez très prochainement 2 vidéos consacrées au Special Strange 34 et 35 où j'éplucherai avec la rigueur d'un entomologiste le contenu en un seul mot des 2 revues lugiennes. Chouette, on va s'ambiancer. L'avantage de ces 4 Uncanny X-Men 120, 121, 139 et 140, c'est qu'on nous fait découvrir les autres membres de la division Alpha et que sous la patte de la Sainte Trinité, précédemment citée, c'est un pur bonheur qui flatte la rétine. C'est tellement beau que j'en suis encore tout humide, rien que d'y penser. Ah, toi aussi? Ce qui tranche avec l'aventure suivante, qui est absolument dégueulasse visuellement, puisqu'on retrouve quelques membres de la division Alpha, j'ai nommé Sasquatch et les 2 jumeaux caractériels, Aurora et Vega, dans le lamentable Machine Man 18 de décembre 1980, récit écrit avec le cul par Tom DeFalco et dont les dessins étronesques m'ont mis en mode Just Craving. Parce qu'il n'y a pas d'autre superlatif pour définir le style de Ditko, et là, rien ne va. Mais regardez cette fucking couverture, et regardez les personnages d'Alpha Flight. Holy fuck shit! Rick Buckler et Dave Simons font de la fiente. Aurora et Vega sont blonds, alors déjà c'est un défaut au départ d'être blond, mais là, avec ces dessins, c'est écœurant. Pourquoi sont-ils blonds? Pourquoi? Pour faire? Mais attendez, c'est pas fini, car dès la première page, ils sont décolorés avec leur blanche chevelure, genre ils ont trop forcé sur l'eau de Javel pour se faire un petit rejet capillaire. Bon, je ne parle pas de Sasquatch dont les traits approximatifs finissent de tuer le peu de considération que j'avais pour le style de Ditko. C'est clair qu'il n'y a pas de quoi se taper une branlette dans des plis de graisse, hein. Oh Scarlett, t'es vulgaire là. Bah quoi, c'est toi qui m'as dit de dire ça? Ah mais pas du tout. Cet épisode n'a jamais été publié en France et franchement on l'a échappé belle. Mais quelle daube! Donc ça tranche dans cette cathédrale, hein, je peux vous le dire. Hein. Passer de John Byrne à Ditko, c'est 2 salles de ambiance. Hein. Au final, il faudra attendre 3 ans après cette catastrophe industrielle pour voir finalement le groupe devenir le protagoniste de sa propre série régulière sous la patte de Byrne pour notre plus grand plaisir. L'intégrale Panini nous propose les 8 premiers Alpha Flight allant d'août 1983 à mars 1984, tous parus dans les Strange 179 à 187 entre novembre 84 et juillet 1985. Je suis en apnée. Bon, on en a souvent discuté ensemble sur cette chaîne, la division Alpha est un groupe qui a de la gueule que lorsqu'elle apparaît dans les séries des autres super-héros. Dans la saga des X-Men, c'était super. Mais dès que la série officielle d'Alpha Flight est apparue, on a bien senti que John Byrne en avait rien à foutre. Dès le début, Byrne considère ses membres fades et trop bidimensionnels pour reprendre son expression. En voulant donner plus de personnalité au personnage, Byrne s'enfonce dans une construction narrative qui n'a pas été appréciée par les lecteurs, et moi en premier. Comme bien des fans d'Alpha Flight, je voulais voir tous les membres de l'équipe ensemble, comme dans les X-Men. Et ben, autant s'asseoir sur un cactus, mes petits redoudous. Beaucoup d'histoires se concentrent uniquement sur un membre du groupe, voire 2 à chaque épisode, afin d'approfondir leur personnalité et leur histoire. Au début, j'ai été patient et j'ai accepté en me disant que c'était la mise en place et que ça allait venir tout seul, hein, comme quand tu fais l'amour. Mais la formule m'a vite agacé, pour ne pas dire gavé, comme les canards du Gers. Car moi, je voulais voir toute l'équipe réunie. Le premier épisode avec Tundra m'avait fait croire à un début de série grandiose, et puis pouf.
6 fois sur 8, les épisodes sont divisés en deux, avec une histoire principale de 17 pages et une autre plus courte. Les 8 premiers épisodes proposés par cette intégrale servent donc à nous présenter les membres du groupe avec leurs problèmes personnels. On a le droit à quelques guest stars comme Namor et Susan Richards, mais bon, sortis de la bataille contre le maître et de la présentation de Puck et Marina, il manque quelque chose. Pas vraiment de quoi s'en frotter les tétons. La division Alpha, en tant que série, a aussi une spécificité avant-gardiste dans les comics Marvel, puisque c'est la première fois qu'un héros révèle son homosexualité. Je parle ici de Vega, froide star du ski au tempérament gay quand il fait pas la gueule, et dont Byrne a dès les débuts considéré comme tel. Mais il fait sortir Vega du placard de façon intelligente en montrant qu'il n'y a aucune honte. Plus subtil qu'une vulgaire histoire d'hommes qui se prennent en bouche, on évite le cliché lourdingue. John Byrne présente la situation sans en faire des tonnes pour montrer son progressisme. C'est plutôt cool. Ah bah c'est sûr qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il suce des mecs pour prouver qu'il est pas homophobe. Et voilà notre époque, ma bonne dame. Oh m'en parlez pas mon bon monsieur. On voit de ces choses, hein. Bon Dieu de gens de la ville. Dans le 7ème épisode, l'allusion à l'homosexualité de Vega est déguisée derrière d'autres mots. Quand son ami et mentor, Raymond Belmonde, est tué par le criminel Saint-Yves, Byrne se lâche sur les allusions à l'homosexualité sans que le lecteur ne se doute des mots déguisés. Mais voyez plutôt. Plus qu'un père, bien plus qu'un ami, il avait recueilli Jean-Paul, encore tout jeune, alors qu'il était seul et terrifié. Terrifié de ce qu'il pensait être, de ce qu'il craignait de devenir ensuite. Raymond lui a permis d'échapper à cette peur sinistre, de voir la lumière et de s'accepter lui-même, et lui a appris à ne pas craindre ses pouvoirs de mutant, ni quoi que ce soit d'autre. Cette dernière phrase est habile, hein, isn't it? Non. Sorti de Puck, personnage avec beaucoup d'alcool et très peu d'école, on a aussi Aurora qui est schizophrène et fragile. Pauvre louloute, j'aurais envie de lui dire « Endurcis-toi », comme le dit souvent ma compagne. Il y a aussi Walter Langowski qui visiblement a eu des rapports chelous avec Aurora, le genre de mec qui part au Cap d'Agde avec ta femme, tu vois, hein. Ou plus prosaïquement, c'est le genre de BG qui stalke des adolescentes à la Japan Expo. Certaines phrases dans la BD le sous-entendent. Et c'est plutôt un bon point pour la série qui donne un côté obscur à ces personnages qui au final en prennent plein le boule, même si Vega n'y voit pas forcément d'inconvénients. Oh non mais t'es lourd là. On avait dit pas avant 10 minutes. Bon ok, je mets le chrono. Par contre, ce qui m'avait foutu en rogne dans mon adolescence, c'est l'Alpha Flight numéro 6, d'ailleurs regardez la couverture, c'est déjà du foutage de gueule, et cet Alpha Flight numéro 6, eh bien il y a plusieurs planches vierges qui nous sont présentées par Byrne sous prétexte d'une absurde tradition Marvel consistant à présenter quelque chose d'étrange dans une série Marvel. Et sous couvert de ce fameux Assistant Editor Month, Byrne a décidé pour autant qu'on puisse parler de dessin, 7 planches sans aucune illustration et uniquement avec des dialogues. Purée de pommes de terre. Mais il a pris de la drogue ou quoi? Ah ouais, hein, vous trouvez ça génial original, hein? Bah oui. Et bah pas moi, en 1985 dans le Strange 185. Avec un coût de 10 francs et un argent de poche de 15 francs mensuels, j'ai vraiment pas apprécié d'acheter une revue avec 7 cases vierges. Rien à foutre de l'originalité du concept. Et là, mon allergie n'est pas idéologique, hein. Pour moi, c'était du foutage de gueule et une escroquerie. Sérieux, Byrne, tu peux pas tester. Bref, pas content le Bobby à l'époque. Très honnêtement, je ne comprends toujours pas le projet. Ou plutôt si, John Byrne a trouvé là une excellente stratégie pour gagner du temps sur ses échéances. Comme on le dit dans le monde de la carrosserie, faut pas se faire chier la bite. C'est ce qu'ils disent réellement? Ah ça j'en sais rien. En fait, John Byrne n'a rien fait d'original avec ce délire visuel, ou plutôt devrais-je dire, cette absence de délire visuel. Il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la colle, ce genre de plaisanterie a déjà été fait dans le What If numéro 34. Dans ce numéro, il y a un seul panneau blanc, et si le Silver Surfer, White Tiger, Knight Rider, Iceman et Moon Knight combattaient Wendigo dans une tempête de neige. En fait, John Byrne s'est inspiré de Frank Miller. Un fasciste de merde! Un fasciste de merde! Quand il dessinait et écrivait encore Daredevil. Frank a dit une fois à John qu'il aimerait bien faire un numéro entièrement du point de vue de Daredevil, c'est-à-dire avec des panneaux totalement noirs partout. Bien sûr, Frank n'a jamais eu le temps de faire ça, mais l'idée s'est logée dans la tête de John. Et quand le mois des rédacteurs en chef adjoint est arrivé, il ne s'est pas gêné pour faire ce délire de paresseux. Au niveau talent, c'est comme à Libération, ça déborde. Hein. Sauf que pour ces derniers, on est en droit de se poser des questions sur leur probité et leur intégrité. En tout cas, ces premiers épisodes ont su mettre en valeur le folklore canadien, sa mythologie et ses grands espaces, et cela m'avait bien plu. Comme cet été, en Suisse, quand j'ai visité l'Aven de Bâle, c'était un trou perdu. C'est profond comme réflexion. Arrêtons-nous un instant sur le personnage du maître, sorte de Palpatine de Leader Price, pour noter quelques dingueries à son sujet. Rien que son nom déjà, c'est tout un enchantement, hein. Le maître du monde. C'est le titre le plus ambitieux de tous les temps pour un super méchant. Alors il faut que vous le sachiez, le maître, par son nom et sa barbe, a été inspiré par le méchant du Docteur Who, le maître, tel qu'il était en 1971-73. Cependant, il est aussi dit que Byrne avait basé son personnage sur Vincent Price, du film Master of the World de 1961, adapté d'un roman de Jules Verne. Mais la réponse se trouve sur le forum de John Byrne, où il dit que le maître du monde a été inspiré par les romans de Jules Verne et les adaptations de Classic Illustrated,
Red de Robert le Conquérant et Maître du Monde. Sur cette page du forum, Byrne ajoute que les premières conceptions qu'il a faites du Maître lui ont rappelé le personnage de Brother Blood de George Pérez dans The Teen Titans et qu'il a dû se creuser les méninges pour s'éloigner le plus possible de la conception de Pérez. Le nom réel et original du Maître est apparemment échu. Voilà. En tant que putain de complétiste, je ne pouvais pas passer à côté de cette intégrale Panini mettant en scène chronologiquement l'histoire du groupe et de façon non censurée comme dans les Special Strange, et rien que pour ça, elle en vaut la peine. Car oui, mesdames, messieurs, l'album Panini nous permet de découvrir des belles planches, pas censurées comme par Lug, et par exemple, je pourrais vous montrer le découpage de Ernest Saint-Yves par Nemesis, un autre super-héros canadien. Enfin, super-héros qui est en fait une tueuse à gages. Bref, regardez-moi ce nouveau massacre de Lug qui nous a privé d'une superbe planche de découpage de vilains dans le Strange 187. Un scandale de plus à ajouter à la longue liste des charcutages de la maison lyonnaise. Bref, c'est un très beau livre en tant qu'objet que j'objectivise comme ma Scarlett, Grand fou. avec des épisodes mythiques du grand John Byrne. Mise en abîme des personnages qui, au final, sont attachants. Comme les poils Tefal. Recherche de quêtes existentielles parsemées de meurtrissures, c'est du lourd comme ma détermination à acheter les prochains volumes. Je recommande donc cette intégrale pour tous les amoureux d'Alpha Flight et tous ceux qui voudraient découvrir leur début. Vous ne serez pas déçus. Achète ma mère! Achète ma mère! A été productif en achat, un peu trop même, mais on ne va pas commencer à analyser cela, même si je pourrais le faire succinctement à travers un graphique chiant capable de résumer ma culpabilité et de bien cerner mon problème. Envie d'achat, j'achète énormément, je suis rassasié, je claque mon RSA, je m'effondre. Mais alors, quel est l'objet de mon émoi, petite fouine que vous êtes? Eh ben, je vais vous le dire, mes petites belettes. J'ai investi dans de vieux albums, Artima Haredi, de la taille d'un dépliant pour une maison de retraite, et franchement, ce qu'on y trouve à l'intérieur, eh ben c'est pas pire que dans certains EHPAD. Bref, des albums qui sentent très bon le vieux et l'eau de Cologne, avec les baroudeurs de l'espace, d'Eliot Saint-Maguin, ou Magin, je sais pas, dessiné par José Luis Garcia Lopez. C'est du space opéra avec des couleurs flashy, dont l'esthétique d'un autre âge pourrait faire peur aux jeunes, avec la note de chlamydia sur 20 pour les dessins. Dans la même veine, j'ai investi dans un autre album Haredi appelé Les Seigneurs, de Steve Skitus et David Wenzel. C'est un one-shot sorti en 1984, toujours chez DC, dans un graphic novel où la quadrichromie fait saigner les yeux avec une histoire où 4 royaumes se mettent sur la gueule pour l'hégémonie et le contrôle de la planète. J'ai pas pu m'empêcher d'acheter ces deux albums car je les avais vus quand j'étais gosse et je m'étais posé beaucoup de questions sur leur contenu en un seul mot jusqu'à ce jour. Bref, du bon vieux vintage pour public nostalgique qui aime les vieilles choses. Je suis vieux! Et pour finir avec ces vieilleries surannées, je me suis payé le célèbre Elric, La Cité qui rêve de Roy Thomas, à l'adaptation scénaristique des romans de Moorcock, et au dessin c'est Philippe Craig Russell. Là encore, c'est un graphic novel, mais de Marvel, sorti en 1984, qui essaye de retranscrire les aventures d'Elric de Melniboné et son épée magique. J'ai une petite préférence pour la version sextoy. Alors lui, c'est un incontournable à avoir dans sa bibliothèque si on ne peut pas passer composé pour un has-been. Alors inutile de vous dire que je ne ferai pas de vidéo dessus, ça serait grossier de ma part, grossier comme vous les Français. Alors pourquoi tu les as achetés? Car tel est mon bon plaisir, Scarlett. Passons au cadeau de mon ami Fred, des comics de Fred, qui m'a offert ce Venom avec une couverture stylée qui déchire sa race. L'histoire est écrite par Al Ewing, qui est le frère de Bobby, et les dessins de Brian is in the Kitchen, plus connu sous le nom de Brian Hitch. C'est un cadeau qui me fait plaisir, car depuis cet été, je me suis pris de passion pour le symbiote, suite à un cadeau qui m'a été fait sur ce personnage, et dont vous aurez très vite une vidéo. J'ai d'ailleurs trouvé en vide-grenier ce Strange 286 datant d'octobre 1993. Ça remonte à mes 20 ans, quand j'y pense. C'était hier. Alors non? Et on y voit le fameux combat mythique de l'araignée de Venom associé contre Carnage. Épisode incontournable de la mythologie marvelienne. Dans sa grande générosité 5 fois citée dans le Nouveau Testament, Fred m'a aussi offert ce facsimilé de l'Amazing Spider-Man numéro 129 avec le Punisher. Et ceux qui me suivent sur la chaîne savent que c'est pour moi un épisode mythique, car il est à la base de ma passion pour les comics Marvel, et j'ai découvert cette histoire dans le Strange 107 de novembre 1978, et sans cette découverte, on ne serait pas là sur cette chaîne tous ensemble à parler de nos Strange d'autrefois. Un grand merci aux comics de Fred pour tous ces merveilleux cadeaux qui ont vraiment mis dans le mille. Pour moi, c'est comme recevoir une invite à la fistinière, un délit d'initié, un péché mignon. En joie. J'ai également investi dans les trésors Marvel numéro 7 qui regroupent les comics incontournables de l'année 1981 tels que les X-Men avec Days of the Future Past, non censurés comme dans Lug, Daredevil avec la première apparition d'Electra, Les Vengeurs 213 avec le procès de Pourpoint Jaune et bien d'autres récits mythiques dont je vous parlerai dans une vidéo spécialement consacrée à cet album déjà collector avec l'effort consenti sur la texture de la couverture en peau de zob. Ma compagne m'a également offert ce Mighty Marvel consacré à Spider-Man avec toutes ses premières histoires depuis l'Amazing Fantasy numéro
1995 au Spider-Man 1 à 6, l'occasion de revivre tous les premiers combats de l'homme araignée avec ses premiers ennemis, que ce soit le vautour, Dr Octopus, le lézard, l'homme sable et j'en passe. J'ai aussi investi dans quelques intégrales Panini que je voulais avoir depuis longtemps, à commencer par celui d'Iron Man, année 79-1981, avec des épisodes que j'avais beaucoup aimés dans Strange, les épisodes 129 à 144, époque Michelini et John Romita Junior, accompagné de Bob Layton. Là, on est en face d'une belle pièce comme Scarlett, qui est un élément décoratif de cette émission, pour le plaisir des yeux. Connard! Dans la foulée, suite à une discussion malheureuse avec mon ami Seb de Planète Strange, il m'a poussé bien malgré lui, à mon corps défendant et à mon cul défendu, à investir dans le second album Panini consacré à Miss Marvel, année 78-81, que je ferai bien sûr en vidéo prochainement, car il y a beaucoup à dire. Je te remercie Seb, à l'inverse de mon porte-monnaie qui me fait la gueule, mais surtout mon banquier qui reste perplexe devant ma passion étrange pour les vieux comics. Je me suis également offert l'intégrale consacrée aux Vengeurs, année 1979, avec les épisodes 179 à 190, parce que j'adore cette époque et que je veux me refaire le mystère de Wundagore, en particulier avec John Byrne aux commandes, mais pas que. Au niveau bonnes affaires, j'ai mis la main pour 10 boules sur l'album Marvel Comics, la collection de référence, consacrée à la naissance d'Ultron, dessiné par John Buscema. Très belle époque pour les Vengeurs que je vais relire avec grand plaisir. Puis j'ai acheté les Guerres Secrètes, toujours dans cette même collection. Les deux albums me sont revenus à 15 € et j'ai eu la surprise de découvrir qu'une fois de plus, Luc s'était bien foutu de notre gueule de lecteur dans Speedé, avec un charcutage honteux sur lequel je reviendrai bientôt dans une vidéo. Et attention les yeux, la fête continue avec le bouquet final, cerise sur le gâteau, je me suis offert ce magnifique Tournoi des Champions en version originale grand format pour pas très cher, avec un prix qui te retourne comme une chaussette. Et croyez-moi, je vous en ferai une vidéo prochainement. Voilà mes chers petits farfadets, j'ai une fois de plus abusé de l'achat de vieilleries, mais bon, on ne va pas non plus dire que je regrette, ça serait pas vrai du tout, ça serait hypocrite, comme les hommes politiques, car dans la vie, il n'y a pas de mal à se faire de gros plaisirs, isn't it? C'est du bonheur, c'est du bon. Ça me fait plaisir, plaisir d'offrir, joie de recevoir, c'est du bonardo, à défaut d'être du soldissimo. Mesdames et messieurs, approchez-vous sans bousculade, servez-vous du gin, pour les gentils il y a de la limonade. Est-ce que vous voulez voir un gros truc bien velu qui fond dans la bouche et pas dans la main? Non. En juin 1982, Artima nous propose un album d'un fort beau gabarit ayant pour vertu d'enjailler le plus calme des hyperactifs sous cocaïne, et cet album est intitulé pompeusement Le Retour de Star-Lord, dans la collection Péchu Artima Color Marvel Géant. Il est en fait la publication du Marvel Preview numéro 11, sorti durant le 3e trimestre 1977, consacré à Star-Lord, œuvre réalisée par le trio magique composé de Chris Claremont, John Byrne et Terry Austin. Oui, comme j'ai pas trouvé de photo de Terry Austin, j'ai mis Steve Austin à la place. Bien ouais, l'ancien. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais cet été, j'avais consacré une Geek Room au premier et au 3e album de cette collection, et j'avais dit que je n'investirais pas dans cet album vintage, qui était trop cher, vendu par des profiteurs de connards nostalgiques comme moi. Oui, mesdames, messieurs, des vendeurs qui gagnent de l'argent sans jamais ouvrir les fesses. C'est élégant. Mais j'ai craqué, pauvre de moi, car comment se priver d'un récit de la Sainte Trinité, et puis ça faisait un trou dans ma collection, et ça me perturbait. J'aime pas quand il y a des trous, le genre de choses qui active mon protocole de tristesse. Oh bah pourtant t'es pas le genre à être perturbé par des trous. Ta gueule, Scarlett. Je suis donc passé en mode Just Cracked, et j'ai investi dans ce bel album. Ce Marvel Preview numéro 11 est officiellement la suite des aventures de Star-Lord, après le Marvel Preview numéro 4 de janvier 1976. L'album Haredi nous propose ici une réimpression en couleur de Star-Lord The Special Edition. Chris Claremont a apporté quelques modifications au personnage de Peter Quill parce que toute l'équipe chargée de cette histoire se sentait mal à l'aise avec le fait que Quill soit aussi tordu que dans la première histoire. Car le Peter, on peut dire qu'il avait un caractère trempé, doux euphémisme de ma part pour dire que c'était un connard cosmique dans le premier épisode. Mais Claremont va revoir le perso sans contredire quoi que ce soit du premier numéro. Le temps et sa nouvelle prise de conscience ont un peu adouci Quill. Et bien qu'il n'aime pas qu'on se remette en cause sa virilité de petit mal fragile, Star-Lord est dans ce récit parfaitement héroïque puisqu'il dit qu'il ne tue plus parce que pourquoi pas. On le voit d'abord affrontant un groupe d'esclavagistes avec tous les clichés éculés du genre, et j'ai bien dit éculés. Et en bon héros qu'il est, il va sauver ses esclaves, y compris ceux qui s'appellent Kip et Sandy. Et là, il n'y a pas de jeu de mots ni de contrepétrie. Kip s'avère être un médium, et une fois les esclaves libérés, Star-Lord lui demande de localiser la base à partir de laquelle les esclavagistes opèrent. Le chef de l'opération est Kiras Shakati, un puissant marchand au bide adipeux, rempli de mauvais choix de vie et de bières allemandes bon marché,
cachée qui vit paisiblement comme tous les cénobites tranquilles sur la planète Cinnibar. Je vous jure, je ne déconne pas, elle s'appelle vraiment comme ça. Et dans Cinnibar, il y a Nibar. Non mais Zombie, ça va pas du tout là, faut que tu prennes ton traitement, hein. Star-Lord et ses nouveaux amis, que je trouve personnellement aussi cons que des tartes aux pommes, se frayent un chemin en mode YOLO à travers diverses défenses de la planète et finalement, alors que le suspense était à son comble quant à leur réussite, ils arrivent à localiser Shakati qui est tué par Sandy. En utilisant les ordinateurs du méchant, Star-Lord remonte la piste qui le mène vers le prince Gareth, frère de l'empereur de l'Empire spatial, appelé laconiquement Empire de Sparte. SS Sparta! Gareth, qui n'est pas trop branché remords et humanité, pense que le trône devrait lui appartenir et il utilise l'esclavage pour financer sa rébellion. Malin le gars. Star-Lord affronte Gareth, qui jusqu'alors semblait prendre les choses avec désinvolture pour faire croire que c'est un mec à la cool et pas un enculeur de maman, surtout qu'il était soutenu par un puissant homme lézard nommé qu'on appellera Jean-Gustave parce que c'est trop difficile à prononcer. Star-Lord, qui a un talent inné de la déduction et un monstrueux charisme, mais là ça ne sert pas à grand chose, découvre que Jean-Gustave était l'extraterrestre qui a tué sa mère. Vous noterez qu'Aredy a censuré l'embrochage de Jean-Gustave car la lame de Star-Lord ne le transperce pas. Comme quoi, il n'y a pas que Lug qui sévissait en matière de censure. Sans doute une tendance de l'époque dans l'édition française. Ouais. C'était la mode à l'époque. Puis Star-Lord entre dans un duel, toujours à l'épée, avec Gareth parce qu'il a envie de lui défoncer sa méchante petite gueule et lui en foutre plein les cavités nasales. Ben oui, le gars, il n'a pas fait tout ce voyage pour flinguer du géranium et il déteste les mecs qui ne sont pas étouffés par l'altruisme. Les fins analystes que vous êtes se demanderont pourquoi Star-Lord n'utilise pas son flingue contre Gareth, mais j'aurais envie de vous dire pourquoi pas. Et là, boum, l'embrochage de Gareth n'est pas représenté sur l'album, la lame étant bizarrement écourtée par les retoucheurs de la maison de Tourcoing. Quelle misère. Star-Lord finit par rencontrer l'empereur Spartiate, qui s'avère être son père. C'est impossible. Ah bah mince, on l'avait pas vu venir celle-là. Oh là là, j'ai jamais rien vu d'aussi gros. Rien à part ta mère. Et l'album se termine ainsi. La suite du récit sera publiée à la fin du 3e album d'Artima consacré à Star-Lord, après le récit dessiné par Monsieur Collan, de prénom Jen, et là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, me disait encore dernièrement une femme adultère dans laquelle je m'étais engoncé nuitamment. Mais je m'égare de Montparnasse, et pour en revenir à la pertinence du découpage des épisodes par Aredy, je dirais poétiquement que c'est un beau bordel. C'est dans ces quelques planches ajoutées à l'arrache dans le 3e album d'Aredy qu'on apprendra que la mère de Peter, la jolie Meredith, a bel et bien eu une liaison avec Jason, censé argonautes, un Jason qui, en plongeant dans la toison d'or de Meredith, est devenu le père de Star-Lord. Et tout ça s'est passé bien évidemment lors de son crash sur Terre. Il s'appelle Jason? Oui, il s'appelle Jason parce que pourquoi pas. Pourtant, dans le Marvel Preview numéro 4, le doute planait et Meredith était une sorte de jeune femme ayant enfanté dans une sorte d'immaculée conception ou d'immaculée par derrière. À ce niveau-là de l'histoire, j'ai déjà laissé tomber. J'aime cette facilité que tu as sublimé un concept banal par une prose torchée à l'absinthe en mode Baudelaire style. Car oui, certes, mesdames, messieurs, à l'instar d'une traversée du désert où un Jésus naze arrête, eh ben Star-Lord, c'est Jésus. Ah! Et si vous en doutez, lisez le premier épisode qui commence par une description de la façon dont les planètes se sont alignées d'une certaine manière à la naissance de Jésus, puis on nous montre les planètes qui s'alignent à nouveau pour la naissance de Peter Jason Quill. Alors, ça ne sert à rien, mais c'est quand même sympa sur un CV. À l'instar de Mike Brandt, l'empereur Jason s'est écrasé sur Terre et il est tombé amoureux de la jolie Meredith, vierge de pierre au corps de Diane. Tout ça pour dire que la nénette a choisi son étalon en fonction de la taille de son moyen de transport, et c'est sûr qu'un vaisseau spatial, ça a quand même plus de gueule qu'une Fiat Panda. C'est moins attirant sexuellement. Oh tu sais, c'est pas la taille qui compte. Oui, c'est le goût. Oh non mais c'est gênant là. Et quand il fut prêt à repartir, Jason fit un blocage mental sur Meredith pour l'empêcher de se souvenir de tout ce qui s'était passé. Elle voulait l'accompagner, mais Jason ne voulait pas la mettre en danger. Oh, c'est mignon! Mais le petit malin savait qu'elle était enceinte quand il est parti. Jason a ensuite demandé à son frère Gareth de récupérer sa femme et son enfant, mais l'intrigant Gareth, plutôt d'humour chafouine à l'époque, a envoyé Jean-Gustave de façon subrogative pour les tuer. Ah mince, ce mec n'avait pas d'intention amicale. Ah bah ça alors? Ça sent la sous-intrigue passionnante, dis donc. T'es ironique là? Oui. Pour en revenir à l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, il est clair que le scénariste ne s'attarde pas sur les choix moraux antérieurs de Peter. Je suppose que c'est délibéré ou que la moralité doit être un concept plutôt abstrait chez les créateurs de comics. À moins que leur hypothalamus n'arrive pas à faire la différence entre excitation sexuelle et alcoolisme notoire. Alors là, je vois pas du tout le rapport, Scarlett. Oh bah j'ai essayé un truc, mais c'est pas ouf au final. Avec ce numéro, l'accent est mis sur le fait que Peter est special, il est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. À l'instar d'un Strange, il est spécial parce qu'il est un prince de l'espace à moitié extraterrestre. Et clairement, sans Ferrand,
le transforme en un personnage plus héroïque qu'un simple baroudeur de l'espace. En fait, il me fait penser un peu à un mec des Starjammers. Ouais, c'est pas faux. Il abandonne aussi les éléments quasi mystiques de ses origines, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein, ne soyons pas rabat-joie. Cette histoire réalisée par une équipe d'artistes incroyable est magnifique. C'est un beau roman, c'est une belle histoire de space opéra qui aurait bien pu s'intégrer dans l'air du temps à l'époque de sa sortie, c'est-à-dire au même moment que la sortie du film Star Wars. T'as fini parce que c'est pas transcendant ce que tu racontes. Alors quitte à se faire chier, autant apprendre des trucs, je voudrais attirer votre attention sur un aspect de cette histoire et elle concerne les personnages des méchants. Très amène, je vous le confesse, le marchand d'esclaves Kiras Chakati et ses sbires Arak et Arion font une apparition dans l'Uncanny X-Men 125 que nous avons pu lire dans le Special Strange 26 en décembre 1981. Regardez, je vous ai retrouvé la case en question. Ça sent le clin d'œil au travail que les mêmes créateurs ont fait ici. Vous vous souvenez, c'est la scène qui inclut aussi Popeye à l'arrière-plan. Et en intégrant Kiras Chakati dans l'épisode des X-Men, on prouve que Star-Lord est dans la continuité Marvel. Et bah ta démonstration était aussi intéressante qu'un téléfilm polonais ou Histoire naturelle quand ça passait encore sur TF1. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que les femmes aiment les gros machins? Alors non, mais plutôt qu'investir dans ce genre de vieux comics vintage peut vous offrir joie, nostalgie et kiki tout dur. On est censé se taper des barres de LOL avec cette blague? Ah Scarlett, cruel faire-valoir. Pourquoi tant de ressentiment à l'égard du chromosome XY? Tu ne m'épargnes guère avec ton sarcasme rempli de fiel. J'ai un cœur, tu sais, et ça fait mal. Oh bébou, y a rien de personnel. Ouais, mais ça fait un petit peu mal quand même. C'est juste pour te faire comprendre qu'on ne peut pas tout spiritualiser avec une verge comme avec un crucifix. Oh bah je la ressortirai celle-là. Voilà, je voulais vous présenter en audieuse description, mais toujours sur le ton de la gaudriole, ce bel album vintage qui fait bon les années 70. C'est un petit bijou que je ne regrette pas d'avoir acheté et qui est toujours plus fun à lire que de faire du tourisme à Melun ou faire cuire du riz à la vapeur comme n'importe quel étudiant qui n'a pas de thune. Et c'est ça ta chute? Ouais. Voilà mes petites fouines délicieuses, cette émission est maintenant terminée, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que moi à mater Scarlett, et je ne sais pas où je vais avec cette phrase. Vous connaissez les contingences habituelles de YouTube? Laisse pause blow, abonne-toi et partage, car t'es pas un bâtard, on se retrouve tout bientôt. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube, pour vous servir, salut les geeks. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Non, appelle Ramsdassi. Appelle Ramsdassi. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez.